monde, bienvenue dans l'émission Nos légendes. On vous parle du parcours qu'ont fait nos légendes dans leur carrière. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un brave homme au grand cœur d'or qui a protégé ou bien qui a caché les Tutsis lors du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. On est au centre mémorial Gisimba qui était auparavant en orphelinat mais aujourd'hui en école primaire ainsi que maternelle. Mais aussi ce centre a aussi abrité plus de 400 Tutsis lors du génocide perpétré contre le Tutsi en 1994. Voulez-vous savoir qui est nos légendes aujourd'hui? Suivez-moi. L'émission est nos légendes. Karen Moutessi, je suis avec vous à la présentation. Qu'est-ce tout là pour vous? Le centre commémoratif de Gisimba est un centre de garde après l'école destinée aux enfants défavorisés de Kigali au Rwanda. Auparavant, il s'agissait de l'orphelinat le plus ancien et le mieux connu du Rwanda. Cependant, en 2016, le gouvernement a commencé à fermer des orphelinats et à transférer les enfants placés en famille d'accueil et en adoption. Il a été fondé par Pita et Dansile Gisimba dans les années 1980. Ils ont accueilli chez eux des orphelins de la communauté locale jusqu'à ce qu'il y en ait trop à loger. Puis, ils ont été transférés dans un lieu plus vaste. Il a été rebaptisé Gisimba Memorial Center en 1990. En avril 1994, les dirigeants extrémistes de la majorité Hutu du Rwanda ont lancé une campagne visant à exterminer la minorité Tutsi. À l'époque, Damas Gisimba était directeur du Gisimba Memorial Center, un orphelinat hébergeant 65 enfants. Gisimba a risqué sa vie en mettant à l'abri des génocides qui a suivi quelques 400 enfants et adultes Tutsis. Confronté à des besoins bien plus importants que les ressources, il a eu du mal à trouver suffisamment de nourriture, d'eau et des cachettes, tout en parant les attaques des milices armées. En 2006, le président de la République Paul Kagame a offert une médaille à Gisimba, signe de reconnaissance à son courage. Parmi ses fils, il y a Patrick Gisimba Rutikanga qui aide les enfants du centre commémoratif en les enseignant de l'art ainsi que de la musique. Et voilà le parcours de Moutessi Gisimba Damas, qui est reconnu comme une légende, un héros dans son pays. Parlez-nous un peu du moment dramatique qu'ont connu les Rwandais lors du génocide perpétré contre le Tutsi en 1994. Pourquoi avez-vous voulu risquer votre vie en cachant les Tutsis alors que vous étiez supposé d'être du côté ennemi pour eux? L'année 1994 était vraiment, c'est vrai, dramatique, avec des tueries, toutes sortes de méfiance envers les Tutsis. On le prenait comme les Tutsis n'était pas un peuple. On le prenait comme des serpents, des animaux, quoi. Enfin, pour les ridiculiser, les réduire vraiment en néant. Ouais. Donc, au crash de l'avion le 6 avril, l'année du 6 avril, à 20h30 comme ça, les massacres ont débuté. Et les gens ont commencé à fuir vers moi. Mais ils ont d'abord, le premier jour, à envoyer des enfants. Je dis, quand même, si on envoie des enfants dans cet orphelinat, parce que c'était la seule institution qui était à côté ici dans le quartier, et alors ils disaient, peut-être, si ça continue comme ça, peut-être nos enfants seront sauvés. Comme tous les parents commencent à sauver les enfants. Alors, et tout le monde croyait que ça va passer peut-être 3 ou 4 jours et que ça va s'arrêter parce que tout le monde croyait à la force onusienne. Ouais. Et parce qu'ils avaient du matériel, ils étaient nombreux. Donc, ouais. Alors, et on disait même d'autres pays vont peut-être nous assister comme des personnes en danger. Ce qui ne fut pas le cas. Et donc, comme les enfants sont venus vers moi, je suis papa des enfants. Alors je voyais la situation, je ne pouvais pas dire non. Alors je dis, bon, je voyais la situation, les tueries commençaient. Alors, il ne laissait nulle part, il fouillait partout, hein, là où il supposait avoir de tout. Alors, nous n'étions pas épargnés. Je me suis dit, bon, voilà, ça commence. Il faut que je résiste, il faut que je fasse quelque chose pour mes enfants. C'est comme ça que ça a commencé, parce que je ne pouvais pas abandonner mes enfants, ça aurait été très lâche. Ouais, bon, il y a d'autres qui l'ont fait, hein, il y a d'autres institutions qui l'ont fait, mais moi je résistais. Je n'ai pas voulu abandonner mes enfants.
Et comme c'était dans une situation très grave que je voyais, même avant, je voyais qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, j'étais là pour accueillir à bras ouverts tous les enfants qui venaient vers moi. Vous venez de prendre un risque de cacher les Tutsis. Là, j'imagine, quelle zone étiez-vous à cette époque? J'étais dans les zones de ceux qui sont menacés. Oh oui. Parce que bon, je me disais dans moi, dans mon cœur, pourquoi ils en veulent à ces gens? Ils sont des hommes comme nous, ils ont le même sang comme nous. Donc vous voyez, avec ma foi, je suis chrétien. Et j'ai eu cette éducation de mes parents, d'aimer l'autre comme soi-même. Alors je ne pouvais pas reculer. Je devais assister à ces Tutsis, amis, voisins, frères. Pour moi, c'était comme ça. Ah ouais. Je ne pouvais pas aller dans l'autre cas. Non, 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 non. D'où est venu ce grand cœur d'or que vous aviez de vouloir protéger les Tutsis qui étaient comme tes ennemis, comme le disaient les Interahamwe? Et moi, à cette époque-là, je disais, bon, qu'ils soient Tutsi, qu'ils soient Hutu, que je sois ceci ou cela, mais d'abord, je suis un homme et je suis rwandais. C'était vraiment ridicule de voir un Rwandais tuer un Rwandais. Ouais, parce que c'était vraiment, c'est ridicule. Même aujourd'hui, je pense que le monde entier doit le savoir que c'est ridicule. C'est quelque chose, ils nous ont mis dans un état vraiment, je dirais, très critique. Est-ce que les Interahamwe savaient que tu as caché les Tutsis ici? Ne vous sentais-tu pas en danger? Ils le savaient très bien. Ils nous attaquaient maintes fois, au moins chaque jour, au moins 2 fois par jour. Parce qu'ils venaient, ils partaient et ils envoyaient un autre groupe. Parce que quand ils venaient, ils voyaient tous ces enfants. Et quand même, les Interahamwe étaient des jeunes voisins, de nos voisins. Ils connaissaient tout le monde. Tout le monde se connaissait ici. Alors quand ils voyaient ces enfants, ils se demandaient, on connaît ces enfants, ils sont des enfants de telle famille. Mais où sont leurs parents? Et dans notre liste, on n'a pas trouvé les parents de ces enfants. Sans doute, ils sont encore en vie. Mais où? Vous voyez? Ils se demandent, mais où? Ici, on voit les enfants. Mais quand même, comme Gisimba essaye de nous expliquer que ce sont des enfants orphelins, bon, on comprend très bien. On le croit parce que je leur donnais des choses. Au début, je leur donnais de l'argent. L'argent, c'était parti, c'était fini parce que c'était un peu d'argent que j'avais dans la caisse pour un petit fond de caisse pour la nourriture, pour le cas au cas un enfant est malade, donc pour la santé et tout ça. Ouais, alors c'était un peu d'argent, il n'y avait plus de banque, il n'y avait rien. Alors je leur donnais cet argent, c'était fini. Et comme par chance j'avais un stock de nourriture, j'ai commencé à leur donner de la nourriture, ouais, quand ils venaient. Et ça aussi c'est un miracle. Parce que ce que j'ai disais, les autres l'ont fait, l'ont essayé, mais on les tuait et on prenait tout ça. Comment avez-vous géré cette grande population Tutsi qui sont venus chercher l'exil chez vous? Les gérer, ce n'était pas facile, vous voyez. Parce que nous étions très nombreux dans cette maison que vous voyez ici. C'était la seule maison, hein. Les autres maisons, c'est après. Hein. Mais nous étions dans cette seule maison qui était conçue pour 50 enfants. Alors, vous imaginez abriter 400 et plus, c'est difficile. La situation était là, était très difficile, surtout qu'on avait plein d'enfants. Parce que le nombre d'enfants, c'était le grand nombre. On avait 325 enfants et nous étions 80 adultes. Alors vous comprenez très bien que gérer les enfants qui ne savent pas pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont entassés là-bas, pourquoi on a tué mon père, ma mère. Et ils ne savaient pas, même pas qu'ils sont morts. Ils disaient un jour, parce que l'enfant ne savait pas qu'est-ce que c'est l'amour. Et on leur disait, écoutez, soyez calmes. C'était un travail très dur, je t'assure. Parce que convaincre un petit enfant de 4 ans, de 5 ans qui te demande où est mon papa, où est maman, c'était difficile. Hein? Moi, j'avais un cœur vraiment très lourd. Ouais. À trouver de mots à répondre à un enfant. Ouais.
Et qu'ils venaient en groupe et me demandaient, papa, mais où est papa? Où est maman? Je dis, écoute, un jour on le trouvera, un jour on sera ensemble. Mais moi, dans mon cœur, je savais que c'était fini. Je savais qu'ils ne le verront plus. Ouais, c'est ça. Comment les Tutsis ont pu vous croire alors que vous étiez du côté opposé pour eux? Ben, vous voyez, on se connaissait tous, bien même avant. Et comme je vous disais que ce sont des choses qui ont commencé bien avant. Vous voyez, le truc de régionalisme, le truc d'ethnisme, hein, ça datait de très longtemps. Et ça, on le savait très bien. Hein. Et moi, je savais l'histoire du Rwanda. Ah ouais, parce que moi-même, je suis né en exil. Mes parents étaient exilés, vous voyez, au Congo, dans les années 59. Et là, je vous ai dit que mon cœur ne voulait jamais n'aimait pas d'aller de côté de gens qu'on dit de faibles. Et pourtant que vous êtes tous mêmes, vous êtes tous rwandais. Alors c'est pour cela que moi, déjà, tous mes amis étaient ceux qui sont vraiment en état donc de marginalisation. Quelle est l'ambition que vous avez lorsque vous voyez les familles que vous avez sauvées? Mon ambition, c'est que vraiment ils vivent en paix et que notre pays aussi soit en paix, comme ça que nos enfants aussi vivent en paix. Parce que la majorité était de jeunes. Hein. De jeunes, la majorité. Aujourd'hui, ce sont de grands hommes mariés, de grandes femmes mariées. Et les autres, ils étaient là aussi, ils étaient de couple. Ouais, ben je dis que Dieu vraiment le protège, quoi. Hein. Comme il nous a protégés ce moment difficile, aujourd'hui nous sommes en paix, nous sommes dans un pays qui est vraiment en paix, alors que le protège, qui donne la bonne santé. Là, je me demande, tous les Tutsis que vous avez sauvés ont pu survivre? Non, c'est pas tous. Quand même, on a eu des victimes. On a ces 9 là, ces 9 adultes ouais, qui ont été nos martyrs, quoi. Et les 9 enfants sont morts, soit les 9 adultes ont été tués par les miliciens néanmoins, mais les 9 enfants sont morts de faim. Ouais, la famine parce qu'il n'y avait pas de lait maternel, ils avaient abandonné le lait maternel, on n'avait pas de lait artificiel. Donc ils sont morts déshydratés, quoi. Et Edouard Remécha ici, le numéro 1, et c'est pour ça qu'on l'a mis tout à la tête, c'est lui qui était le maître maçon de cette maison. Et vous comprenez, moi sur mon cœur vraiment c'est très douloureux, quelqu'un qui a construit une maison et qui est mort dans cette maison. Vraiment, il devait survivre. Il est venu de Gikondo jusqu'ici en disant, je connais un ami, je connais quelqu'un où je peux me réfugier et qu'il me connaît très bien. Ouais, il était notre maître maçon, donc on a fait tout le travail ensemble. Il est mort ici. Y aurait-il parmi les familles que vous avez sauvées, quelqu'un qui a déjà fait un signe de reconnaissance? Oui. Pas un seul, hein? Beaucoup ont fait des signes de reconnaissance. Comme dans notre coutume rwandaise, quelqu'un qui vraiment te montre qu'il est vraiment non seulement ami, mais devenu frère. Ouais. Et il t'offre une vache. Ouais. C'est comme symbole vraiment d'amour et de fraternité. Ouais, c'est ça. Alors j'en ai plusieurs. Ouais. Et aussi le président de la République, oui, il m'a donné une médaille. Oui, je suis le président de la République. Oui, il a reconnu vraiment que j'étais brave d'un côté. Ouais. Cette maison a abrité plus de 400 Tutsis lors du génocide perpétré contre le Tutsi en 1994. Comment avez-vous pu cacher ce grand nombre de populations? Tout ce que moi je pouvais faire, c'est que les adultes,
je les mettais dans le plafond. Ceux qui pouvaient monter dans le plafond, ben, ouais, des hommes, de jeunes garçons, de jeunes filles. Ouais. Et des grands-mamans, des mamans qui sont enceintes, des vieillards. Je les mettais, quand le musicien arrivait, on le mettait sous les lits et les enfants se mettaient au-dessus du lit. Et comme ça, quand ils entraient, parce que je les laissais passer pour qu'ils ne soient pas tellement furieux, ouais, et qu'ils cherchent beaucoup à eux-mêmes. Voilà. Alors je les laissais entrer, mais déjà préparer les enfants d'être au-dessus du lit, et de mettre des couvertures donc très bien pour que quelqu'un qui se cache sous le lit ne soit pas vu. Vous voyez. Et les enfants se mettaient sur le lit et ils étaient nombreux. Et comme ça, les messieurs arrivaient. Je dis, mais vous voyez, ce sont des enfants qui sont ici. Il n'y a pas de grandes personnes ici. Alors, et je flattais le chef de musicien. Je cherchais des mots à le flatter et sans doute je leur donnais quelque chose. Comme ça, il prenait son groupe et il partait. Ouais. Et là, comme nous étions vraiment très concentrés, donc entassés, vous voyez, on prenait le nombre de 400 personnes. Nous étions vraiment entassés dans la salle. Et la nuit, c'était donc, les gens étaient déshydratés, il n'y avait pas l'eau suffisante, il n'y avait pas suffisante. Donc, on avait de l'eau approvisionnée par un monsieur américain, un ami, Carl Wilkins. C'est lui qui nous approvisionnait l'eau, mais difficilement 2 fois par semaine. Pour 400 personnes, seulement que 2 ou 3 fûts. C'était très peu. Alors, la nuit, vers le matin, vers 2 heures du matin, 2h30, là où c'était calme, je les faisais descendre pour qu'ils puissent aussi manger, parce que nous, les adultes, on mangeait que la nuit une seule fois. Alors, ils descendaient pour manger. Après avoir mangé, je les faisais sortir derrière, qu'ils s'assoient derrière, parce qu'il y a un mur de soutènement là-bas. Les gens de la grande route ne pouvaient pas le voir. Alors, ils s'asseyaient et ils prenaient de l'air. Comme ça, on ouvrait toutes les fenêtres, que l'air puisse entrer, que ça soit un peu frais, parce que c'était chaud. Ouais. Alors, il prenait de l'air et c'est lui qui pouvait fumer sa petite cigarette. Il pouvait fumer, vous voyez. Et il me donnait de l'argent, il me dit, essayez de me trouver au moins des cigarettes. Vous voyez, ça soulage un peu. Et puis moi aussi, à cette époque, je fumais. Ouais. Oui, quand on est en souffrance, hein, mais quand tu fumes, tu te sens un peu soulagé, quoi. Ouais. La peur descend. Vous avez caché beaucoup de Tutsis dans le plafond. Mais il y en a les neuf qui sont morts dès là. Les 9 qui sont morts étaient dans le plafond de la cuisine. La cuisine était à l'extérieur. Et c'est là où on les a trouvés. Les autres étaient ici? Les autres étaient dans cette grande maison. Le grand nombre. Quoi. Parce que là, ils étaient une quinzaine. Alors, là, ils sont 9. Il y a au moins 6 qui ont échappé. Qui ont entré immédiatement dans la grande maison. Ils ont échappé très bien, très bien. Donc, Dieu le protégera. Oui. Et ils ont pris le 9. J'étais là, je voulais les sauver. Je dis, mais écoutez, ils sont entrés, je ne le savais pas, mais quand même, il faut leur pardonner, il faut les excuser. Alors, tu sais, un milicien, hein, je pense que c'était le chef, hein, il avait son fusil, et il m'a donné un coup de crosse ici dans le dos. Hein. Même aujourd'hui, je sens toujours le. Vous voyez, il m'a dit, alors, sinon, tuer, et puis mon opération sera finie. Bon, voilà. Alors je me suis dit, non, excusez-moi, bon, faites ce que vous voulez. Ouais, mais pour qu'il parte, bon. Les autres ont vu que c'était fini. Et moi aussi, j'ai vu que c'était fini. Alors, je me suis tué, je ne pouvais pas rien faire. À part d'être le grand-papa de tous les enfants du centre mémorial Gisimba, qui est Gisimba en particulier? Gisimba en particulier, je suis un homme d'âge, je
de 50 ans, 58 ans. Oui. Ouais. Et marié, père de 4 enfants. 3 garçons et une fille. Qu'est-ce qui vous plaît normalement? Ce qui me plaît, c'est les autres, les amis. Avoir des amis, c'est ça, oui. Avoir une bonne santé, mais malheureusement, je n'en ai pas. Je suis malade souvent. Ouais. Quelle est la chose qui vous a beaucoup marqué d'une mauvaise manière, si je peux le dire Ce qu'on était en train de parler, ouais. La chose qui m'a marqué, c'est les jeunes filles, parce que je vis comme mes amis partir comme ça, en fumée, la famille. Je vis de mes propres yeux comment ils tuaient les gens comme ça, comme des bêtes. Vous voyez, j'ai vu des choses horribles que je ne devais pas voir. Mais je le vis, ça m'a marqué comme ça m'a marqué tout le Rwandais. Oui. Moi, je le vis, j'étais jeune, je me suis dit, bah, ça, on voyait ça dans les films, mais maintenant, on le voit comme ça, hein, directement. Donc, ça m'a blessé, ça ne se retire jamais de mon cœur. Ouais, c'est ça. Ouais. Toujours que quand je pense, et dans le cœur de tous les Rwandais, je pense, hein, parce que toujours on en parle, on croit que c'est hier, et pourtant ça fait 25 ans. Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous faites dès que vous vous réveillez? La première chose, la prière. Je bois l'eau et je prie. Okay. Quelle est la raison du grand cœur parental que vous avez? Le grand cœur, c'est l'amour. C'est l'amour qu'ils m'ont laissé, ils m'ont laissé l'amour. Ouais. Ils m'ont dit, il faut aimer l'autre comme soi-même. Et ça, on le trouve aussi dans la Bible. Ouais. Comme je suis chrétien, c'est mon pain quotidien, quoi. Ouais. Quelle est la personne que vous aimez le plus? Ma femme. Quel est le plus beau cadeau que quelqu'un peut vous offrir? Un sourire. Oui. Un sourire paternel. Si c'était possible que vous retourniez à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, que pourriez-vous faire? Que souhaiteriez-vous faire? Ouais, d'un côté parce que on m'a privé de mes droits. J'aimerais étudier. Parce qu'ils m'ont privé de ça. Et j'aimais beaucoup étudier. Mais je n'ai pas pu. Ouais. Merci beaucoup, Gisimba. Merci. C'était un très grand plaisir. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin de l'émission de Légende d'aujourd'hui, mais je vous rappelle qu'on parlait de Mutezinhare Gisimba Damas, un brave homme au grand cœur d'or qui a protégé ou bien qui a caché les Tutsis lors des génocides perpétrés contre les Tutsis en 1994. Je vous remercie toutes de nous avoir suivis sans toutefois oublier de remercier ma collaboration technique. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine occasion dans une prochaine édition. Au revoir.